Merci de rallier ce rendez-vous télévisuel qui vous convie à nous pencher ensemble sur le bilan de la coordination de l'action gouvernementale menée au Bénin par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Il est justement en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale au sein de l'équipe Talon. Quel est l'impact de ce portefeuille confié par Patrice Talon à l'ancien fonctionnaire de Bretton Woods, directeur Afrique du FMI, pour être plus précis sur ses états de services internationaux, et puis ancien ministre des Finances du Bénin, métronome du programme d'action du gouvernement depuis le début du magistère Talon. Nous allons interroger la pertinence de ce rôle à travers ses effets sur la gouvernance, mais aussi sur le développement durable du Bénin. Monsieur le ministre d'État, merci de vous prêter à cet exercice qui se présente comme une sorte de reddition des comptes aux citoyens. Bonjour Monsieur Sonovo, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Je suis très heureux d'être ici pour discuter avec vous des effets de la coordination, de comment ça se passe et surtout de l'impact que ça peut avoir sur l'action du gouvernement. Vous l'avez dit, ce portefeuille a été défini depuis 2021 par le président de la République, le président Patrice Talon, pour rendre l'action du gouvernement un peu plus visible. Et pour cela, il m'a délégué cette fonction qui est traditionnellement exercée par le chef de l'État lui-même, puisque vous le savez, dans notre pays, il n'y a pas de Premier ministre. Il y a un chef de gouvernement qui est le chef de l'État lui-même. Et ça, c'est après avoir officié à ses côtés depuis 2016, avant 2021, comme ministre en charge de la planification et du développement. La planification qui s'instille aussi d'une certaine manière dans le volet développement de votre charge, de vos charges ministérielles. Absolument, vous l'avez peut-être remarqué. C'est en 2016, avec l'arrivée du président Patrice Talon, que nous avons remis au goût du jour la planification dans notre pays, avec les résultats que vous pouvez voir. Parce qu'il faut le dire, tout part de la planification. On va en interroger la pertinence tout à l'heure, parce que quand on dit planification, ça renvoie aussi à une forme de politique économique socialiste. Enfin, vous nous apporterez les éléments de pertinence. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je co-officie ce plateau avec énormément de plaisir avec Benjamin Honoré Naoum de Radio Cotonou. Benjamin, c'est un énorme plaisir. Bonjour à vous, Ozias Sonovo. Bonjour à vous, Monsieur le ministre d'État. Bonjour, Monsieur Naoum. C'est bien présenté déjà. Quand on parle, bien entendu, de ministre d'État, c'était déjà un rôle de super ministre. Mais en plus de ça, on vous a confié donc la coordination de l'action gouvernementale. Alors, je voudrais savoir, vous l'avez déjà dit, ce n'est pas un rôle de Premier ministre en tant que tel, mais comment ça se conçoit, ce rôle-là, au sein d'un gouvernement, dirigé bien entendu par un président de la République qui est chef du gouvernement? Comment ça s'organise? Alors, c'est très simple. C'est un rôle qui est délégué par le chef de l'État pour assurer la coordination de tout ce qui est multisectoriel, de toutes ces missions, de tous ces projets, de tous ces programmes qui touchent plusieurs ministères à la fois et pour lesquels, sans aucune coordination, on pourrait très facilement arriver à un désordre non organisé. Et donc, le chef de l'État, à partir de 2021, a estimé qu'il pouvait déléguer cette fonction-là et il me l'a délégué pour suivre un certain nombre de projets et programmes, pour être son œil dans la conduite de l'action gouvernementale sur ces projets, ces programmes qui nécessitent justement qu'on puisse mettre ensemble plusieurs ministres pour discuter de ce sujet, de ce projet ou de ce programme, de manière à le délivrer le plus rapidement possible au bénéfice de nos compatriotes. C'est quand même une sorte de fonction de Premier ministre qui ne dit pas son nom, sauf que vous ne définissez pas l'action gouvernementale. C'est le chef d'État qui fixe le cap et vous en assurez le suivi et la coordination. Comment ça se gère au quotidien? En fait, qui conduit la barque? C'est vous ou c'est une sorte de fonction déléguée de chef chantier par le grand maître d'ouvrage? Alors, quand vous connaissez le président Patrice Talon, vous savez qu'il est au courant de tout, et tout part de lui. Et c'est normal que, ayant bénéficié, ayant joui de ce soutien de tout notre pays, il définisse la vision de ce qui doit être fait. Et tout part de là, la vision, ensuite la planification, ensuite la mise en œuvre.
Et bien sûr, dans cette mise en œuvre, voir comment coordonner les différentes interventions de manière à délivrer justement les résultats qui sont attendus pour les populations. Parce qu'il ne vous échappe pas que vous avez beau avoir la meilleure vision possible, vous avez beau tout planifier dans la durée, si vous ne délivrez pas de l'eau potable à nos compatriotes, ils ne seront pas satisfaits. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils ne seront pas satisfaits. Si les gens ne sont pas soignés, ils ne seront pas satisfaits. Et donc, dans le fonctionnement quotidien du gouvernement, le chef de l'État a défini la vision. Ensemble, nous avons défini le programme d'action du gouvernement. Après, il faut que chaque ministre, dans son portefeuille, exécute ce programme-là à travers différents projets. Mais il faut en assurer le suivi, parce que si vous ne faites pas le suivi, vous n'avez pas les résultats. Et dans ce suivi-là, il y a la coordination. Donc au quotidien, nous sommes sur un certain nombre de projets, programmes, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi nous demandons au ministère régulièrement, quasiment tous les mois, de nous fournir des informations sur la mise en œuvre de ces projets-là. Est-ce que là, vous n'êtes pas perçu comme un gendarme? Non, pas. En fait, ça se passe mieux que ça. Puisque sur certains des projets, c'est à l'invitation de ces mêmes ministres que nous nous asseyons pour regarder ensemble comment nous coordonnons ces choses. Un ministre qui a des difficultés à avancer sur un projet parce qu'un autre ministre doit intervenir là-dessus, bien sûr, il est très heureux qu'on puisse lui donner un coup de main pour que ça avance plus vite. Et donc, ce n'est pas un rôle de gendarme, c'est plutôt un rôle de facilitateur. Et je crois que c'est le meilleur mot. C'est très passionnant. D'accord. Qu'est-ce qui vous facilite la tâche? C'est la durabilité des ministres au poste? Est-ce qu'on peut prendre ça comme un élément? La longévité? C'est un élément favorable, absolument. Je pense qu'il est plus un ministre qui est resté un certain nombre d'années dans une fonction, est plus à même de répondre de ces projets, de ces programmes et même de ces réformes que quelqu'un qui reste quelques semaines, quelques mois ou quelques années. On vous a souvent vu descendre sur le terrain des chantiers du programme d'action gouvernementale pour aller voir justement l'évolution d'un certain nombre de projets, programmes. On vous a souvent vu descendre sur la GDZ, la zone économique spéciale, pour voir comment se déploie l'émergence industrielle du Bénin. Mais avant, en amont, vous avez indiqué, des indicateurs vous sont soumis par les ministres sur l'évolution. Comment ça se fait? Généralement, avant le Conseil des ministres, vous tenez une réunion préparatoire. Et comment, au quotidien, permettez-nous d'entrer sans forcément violer l'intimité des délibérations. Savoir comment, au-delà des indicateurs qu'on vous fournit, comment vous décidez, à quel moment vous décidez de descendre sur le terrain. Et justement, ça renvoie à la question de Honoré Benjamin, pour faire un peu le gendarme, et c'est peut-être tant mieux. Alors, pour faire le facilitateur, parce que j'aime plutôt ce mot de facilitateur, il faut effectivement être informé. Et être informé, justement, c'est pour cela que nous invitons les ministres à produire tous les mois un rapport sur la mise en œuvre des projets, des programmes et des réformes. Ces informations sont consolidées, partagées avec les mêmes ministres et compte rendu en effet au chef de l'État, tous les mois, tous les trimestres. Alors, ce qui se passe, c'est que... C'est vous qui rendez compte? C'est moi qui rends compte. C'est un fait aussi que dans ce fonctionnement, nous avons toutes les semaines, avant le Conseil des ministres, nous avons tous les lundis une réunion qui s'appelle le comité interministériel, où nous préparons justement tous les dossiers qui doivent aller au Conseil des ministres du mercredi. Ça facilite la tenue du Conseil des ministres. Et vous avez bien pu vous rendre compte. C'est vous qui dirigez cette réunion? Le Conseil des ministres, c'est moi qui préside la réunion du comité interministériel. Puis le compte rendu en effet au chef de l'État qui préside donc le conseil des ministres. Et vous voyez très bien que la tenue de ce comité interministériel facilite plus tard une bonne tenue du Conseil des ministres, une tenue du Conseil des ministres beaucoup plus efficace qu'on l'a connue par le passé. Et bien sûr, les projets, puisque vous m'avez interrogé sur le choix des projets, il faut intervenir justement sur les projets qui ont besoin justement d'une meilleure coordination. Et la GDZ est un bon exemple. Parce qu'on retrouve là le besoin d'intervention de plusieurs ministres à la fois. C'est un projet au départ de transformation industrielle.
la vision du président de la République dès 2016 est de dire il faut que notre pays quitte le groupe des pays purement exportateurs de produits agricoles primaires pour devenir des pays transformateurs de ces produits agricoles. Et donc, nous avons décidé, d'ailleurs à partir de 2024, qu'il n'y aurait plus d'exportation de ces produits primaires bruts, notamment les noix de cajou, le soja. Ils seront désormais transformés entièrement dans notre pays avant d'être exportés. Quel est l'intérêt de ça? C'est important que nos compatriotes comprennent très bien pourquoi on passe de l'extrémité de pays purement exportateurs de produits agricoles primaires à une situation où nous exportons cette fois-ci des produits transformés. Parce que il ne vous échappe pas qu'un kilo de noix de cajou transformée a beaucoup plus de valeur qu'un kilo de noix de cajou brute. Donc nous accroissons la valeur avant d'exporter ces produits-là et nous gagnons davantage. Deuxièmement, pour transformer ces produits-là, il nous faut de la main-d'œuvre. Et ce que nous avons fait par le passé, c'est envoyer de la main-d'œuvre dans ces pays qui nous achètent les noix brutes ou qui nous achètent du soja brut. Vous êtes en train d'inverser la tendance. Désormais, nous inversons la tendance. Nous avons, ici même, nous créons des emplois pour nos compatriotes. Aujourd'hui, à Glodibé, il y a un peu moins de 20 000 travailleurs dans la zone économique spéciale. Dans 6 mois, ça va être probablement autour de 40 000. Et à la fin de cette année, 2025, nous aurons probablement autour de 50 000 travailleurs dans cette zone économique spéciale et essentiellement des jeunes béninois. Si vous bloquez l'exploitation brute de nos produits, est-ce que véritablement aujourd'hui, dans le tissu économique, est-ce que nous avons la capacité de tout transformer aujourd'hui? Alors je peux vous dire oui. D'accord. Parce que nous avons aujourd'hui, nous avons accru la capacité par rapport aux années passées. Okay. Aujourd'hui, si je prends la noix de cajou, nous produisons un peu moins de 300 000 tonnes de noix de cajou. La capacité installée au Bénin nous permet de transformer la totalité de cette production-là. Okay. C'est pareil pour le soja. En 2016, nous produisions moins de 100 000 tonnes de soja. Aujourd'hui, nous sommes à près de 600 000 tonnes. Nous avons la capacité, là aussi, de transformer toute cette production agricole dans notre pays parce que des dispositions ont été prises, des industriels ont été invités à venir s'installer dans notre pays, des garanties ont été apportées avec les réformes qui ont permis de rendre notre pays plus attractif, avec les investissements importants qui ont été faits pour qu'il y ait davantage d'énergie dans notre pays. Là aussi, c'est un aspect très, très important. En 2016, nous importions la totalité de l'énergie qui était consommée ici, ce qui fait que nous n'étions pas en mesure de donner à ces industriels de l'énergie pour la transformation de nos produits agricoles. Et effectivement, quand vous alliez avant 2016 promouvoir l'industrialisation dans notre pays, les industriels vous disaient, mais écoutez, est-ce que vous avez de l'énergie à nous fournir? Évidemment, la réponse était non. Aujourd'hui, nous produisons déjà près de la moitié de notre consommation d'énergie. Et des efforts sont en train d'être accomplis pour que d'ici quelques mois, d'ici 2-3 ans, nous ayons suffisamment de production pour couvrir la totalité de notre consommation d'énergie électrique. C'est vrai, l'énergie est au cœur de tout processus d'industrialisation. Après quelques années d'amorçage, quelles leçons tirez-vous déjà de l'envol de notre processus d'industrialisation? Il y a eu création d'emplois, mais est-ce que vous n'êtes pas partagé dans ce dilemme de la rémunération conséquente des producteurs et la compétitivité justement des produits qui sortent de la GDIZ à l'international? Pour l'instant, nous avons une position qui est compétitive. Nous faisons des efforts parce que le gouvernement a investi de manière massive. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les acteurs qui contribuent à la zone économique spéciale soient de temps en temps amenés autour de la table pour apporter une solution au problème. Est-ce que vous y veillez? C'est justement mon rôle. C'est justement pour ça que de manière régulière, je suis dans cette zone pour m'assurer que les problèmes, y compris les problèmes émergents,
les problèmes que nous n'avons pas anticipés au moment où nous concevions la zone économique spéciale puissent trouver une solution. Quand vous passez d'une zone où vous avez aujourd'hui près de 20 000 travailleurs, dans un an près de 50 000 travailleurs, sur 10 ans près de 300 000 travailleurs, il y a des problèmes importants de bons problèmes, j'allais dire. Absolument, source d'opportunités. Source d'opportunités. Il faut héberger tous ces gens. Parce que nous ne voulons pas que ce soit une zone économique spéciale uniquement pour ceux qui sont à Calavi, à Glo ou même à Alada. Il y a des gens qui sont à Boikon, à Abomey, à Djidja, à Parakou, à Djougou, à Kandi et à Banikora, qui pourraient vouloir travailler dans cette zone économique spéciale. Et légitimement. Et certains qui y travaillent déjà. Eh bien, il faut qu'ils puissent être logés. Il faut qu'on puisse leur assurer la sécurité. Il faut que les gens puissent être soignés demain. Et apporter des services publics sociaux de proximité. Et donc, tous ces sujets demandent une relative anticipation et une planification. Et nous sommes là-dessus. Au début, ça a été, il faut assurer la sécurité des infrastructures qui sont là. Il faut assurer la sécurité des travailleurs qui y sont. Il faut assurer le transit des marchandises entre la zone économique spéciale et le port, entre la zone économique spéciale et l'aéroport. Tout ça sont des sujets que nous avons eu progressivement à résoudre. Mais aujourd'hui, on planifie déjà comment toute cette zone va être aménagée pour être une zone vivable, pour que les 300 000 travailleurs dans 10 ans qui y seront puissent bénéficier de tous les services dont on peut bénéficier dans une cité. Parce que dans 10 ans, cette zone sera comme Calavi aujourd'hui. Oui, densifiée. Densifiée, urbaine. D'accord. Alors, si on prend la zone économique de Glodjibé, si on vous pose la question aussi aujourd'hui de vendre ce domaine-là, de vendre cette initiative qu'on a, qu'est-ce que le Bénin gagne à travers, concrètement? Alors, pour les étrangers, pour les investisseurs, je peux vous dire que les meilleurs propagandistes sont les investisseurs qui y sont. Nous avons conçu cette zone en 3 phases. La première phase est une zone de 400 hectares. Pour vous dire qu'elle est déjà attractive, tous les 400 hectares sont couverts. Nous avons aujourd'hui un peu moins de 50 entreprises qui y sont et il n'y a pas un seul hectare disponible aujourd'hui sur les 400 hectares. Tout est occupé. Tout est occupé. Nous avons entamé la deuxième phase parce que la troisième phase va nous amener jusqu'à 1600 hectares pour la zone économique spéciale. Et donc cette zone est déjà attractive pour cela parce que vous avez tous les services et toutes les prestations qu'on peut attendre dans une zone économique spéciale parce que nous n'avons pas inventé la roue. Nous sommes allés voir ailleurs ce qui se fait de mieux. Comment ça marche? J'ai moi-même voyagé dans d'autres zones économiques spéciales pour voir comment ça se passe. Et nous avons ici réuni les conditions que nous ne trouvons peut-être pas dans d'autres zones pour la rendre plus attractive. Parce que ce qui est important qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes en compétition globale. Absolument, tout à fait. Parfois même avec les grands pays. J'ai eu des confessions d'autres ministres qui sont venus visiter. Vous nous retrouvez quasiment nulle part. J'ai des Sud-Africains qui sont venus visiter la zone. Ils étaient émerveillés que dans la zone économique spéciale, on puisse réunir toutes ces prestations. Ça, c'est pour l'attractivité comparative littéralement inégalable. Chiche. Alors, parlons maintenant de ce que les Béninois en tirent. Voilà. D'abord, je vous dis, là, vous avez une valeur ajoutée plus grande. Aujourd'hui, nous exportons même des t-shirts aux États-Unis. Nous vendons des noix de cajou totalement transformées, du soja totalement transformé. Nous avons donc cette valeur-là qui est là et dont on peut attester, tous ceux qui visitent Glodjibé peuvent attester. Nous avons aujourd'hui, je l'ai dit, près de 20 000 jeunes qui travaillent. C'est des emplois qui n'existaient pas. Et vous savez que l'un des plus gros défis que nous avons aujourd'hui pour notre population, pour notre jeunesse, c'est de leur donner du travail. C'est créer ces emplois
qui sont valorisés, où les gens gagnent un salaire décent et où bénéficient aussi par ailleurs d'autres prestations au-delà du salaire. Comment la protection sanitaire. Comment vous assurez justement du niveau viable des salaires qui sont justement gagnés par ceux qui y travaillent? Nous interrogeons justement ces travailleurs sur ce qu'ils pensent. Nous voyons les salaires qui sont payés ailleurs dans le pays, nous pouvons comparer. Et c'est indexé aussi sur le coût de la vie? Et c'est indexé sur le coût de la vie. Cela étant, si j'étais employé là-bas, je demanderais tous les ans que les salaires soient doublés. On va évoluer. Mais voilà, vous faites tout ça, mais on continue de crier quand même. La rue crie toujours. C'est juste. Oui. C'est juste et c'est normal et c'est le défi qui nous est proposé. Quand vous êtes au gouvernement, c'est de résoudre les problèmes. Vous n'avez jamais les moyens de résoudre tous les problèmes immédiatement. Vous essayez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année d'en résoudre le plus possible. Je prends sur les emplois. En 2016, quand le président Patrice Talon a été élu au Bénin, il y avait plus de 3 millions de personnes qui cherchaient soit un emploi, soit à changer d'emploi, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils faisaient, parce qu'ils n'étaient pas contents du salaire qu'ils gagnaient. Et conscient de ce défi-là, l'un des objectifs majeurs que le gouvernement du président Talon s'est fixé en 2016, c'est de créer des emplois. Et nous nous sommes liés par rapport à cela en disant que sur le premier quinquennat, il nous fallait créer au moins 500 000 emplois. 500 000 emplois parce que par le passé, avant 2016, tous les ans, il y avait plus de chômeurs qui venaient sur le marché que par le passé. Parce que nous n'arrivions pas à résorber les demandes d'emploi qui venaient. Et il y a d'autres diplômés qui viennent en plus. Absolument. Donc, y compris les diplômés, les nouvelles demandes d'emploi, et ceux qui quittaient le marché de l'emploi, nous avons décidé que pendant ce premier quinquennat, il n'y aurait pas un seul chômeur de plus. Et pour cela, il nous fallait créer 500 000 emplois. Devinez quoi? Sur le premier quinquennat, lorsque nous avons mesuré, en 2021, on avait créé plus de 800 000 emplois. Et donc, nous avons fait mieux que ce que nous avions anticipé. Que vos prévisions. Et 300 de que plus. nos prévisions, 300 000 de plus. Et sur cette base, pour le deuxième quinquennat, nous sommes fixés pour l'objectif de créer 1 300 000 emplois. Parce que là, effectivement, des mesures nouvelles ont été prises dans différents secteurs, à commencer par l'agriculture, la transformation industrielle, le tourisme. Et en 2023, nous avons mesuré les résultats que nous avons atteints. En 2023, nous avions déjà atteint ce niveau de 1 300 000 que nous sommes fixés pour l'ensemble du quinquennat, qui se termine donc à la fin de cette année. Quel est le secret? Cela peut relever littéralement du miracle, même si on est au pays du Vaudon, ce n'est pas une raison. Il y a sans doute une certaine politique, une prévision, une anticipation, une planification. Comment tout ça s'est articulé au départ? Le secret, j'allais dire, c'est le président Talon. C'est de dire, il faut que le rêve de tous les Béninois, parce que quand vous voulez être président de la République, vous rêvez à quelque chose, vous rêvez à réussir quelque chose pour votre pays. Comme lui-même il a dit, il souhaite être porté en triomphe à la fin. Il souhaite porter en triomphe. Et pour être porté en triomphe, il faut justement que la vie des gens change. Impacter les gens. Impacter les gens. Et pour le faire, le premier pas, c'est la planification. C'est dit, mais sur les 5 ans, qu'est-ce que je souhaite accomplir dans le cadre de vie? Qu'est-ce que je veux accomplir dans l'agriculture? Qu'est-ce que je veux accomplir en matière industrielle? Qu'est-ce que je veux accomplir dans l'électrification, dans les infrastructures? Et comment on met ça en cohérence avec tous les secteurs? La clé, c'est la planification. Et donc, première chose que le président a décidé, c'est ramener la planification au jour. Et ce n'est ni du communisme ni du socialisme. Même les libéraux
comme nous, font de la planification. Même à titre individuel, mon conseil, M. Sounouveau, c'est planifier vos finances, planifier votre vie. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un adage américain qui dit, si vous savez planifier, vous savez réaliser. Et on sait où on va. Et on sait où on va. Deuxième chose, oui, c'est prioriser ces actions-là. Par où on commence? Dire par où on commence et où nous mettons nos ressources. Il est évident que quand vous n'avez pas beaucoup de ressources et que vous décidez de distribuer à tout le monde, vous faites du saupoudrage. L'un des secrets du gouvernement de président Talon, c'est justement de prioriser ces actions-là, de dire dans quel secteur nous voulons faire la différence sur les 5 ans. Nous n'allons pas tout changer. Nous n'allons pas mettre l'argent dans tous les secteurs. Par exemple, nous avons décidé de mettre de l'eau partout. Et rappelez-vous, l'objectif, c'était de faire en sorte que tous les Béninois aient accès à l'eau potable à l'horizon 2021. On n'y est pas totalement arrivé, mais le résultat est là. En 2016, 40% des Béninois avaient accès à l'eau potable. Seulement. Seulement. Aujourd'hui, plus de 80% des Béninois ont accès à l'eau potable. S'il y a 20%, c'est qu'il y a des gens encore qui n'ont pas accès à l'eau potable. Surtout dans les zones périurbaines. Et c'est des sujets que nous connaissons et que nous allons résoudre. À quoi pas, je peux vous le dire, parce que j'y vais souvent, il y a des problèmes d'accès à l'eau potable, mais qui sont, eux, un peu plus techniques, parce que l'eau qui est apportée à nos compatriotes à Akpakpa vient de Calavi. Ah d'accord. Oui, ça vient de Calavi. Avec le développement urbain, évidemment, la demande est devenue beaucoup plus forte dans Cotonou intramuros, dans la 16e circonscription. Tout à fait. Et donc, quand l'eau arrive à Akpakpa, c'est des gouttelettes. Il n'y en a pas assez. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait une autre installation qui va apporter de l'eau à Akpakpa à partir de Port-Nouveau. C'est en cours. Disons d'ici 1 an ou plus tard, les gens d'Akpakpa seront servis aussi facilement que ceux qui sont à Cotonou. D'autres villes de notre pays connaissent les mêmes problèmes, pas du fait de l'absence de volonté du gouvernement, mais tout simplement parce qu'il y a eu des fois des problèmes techniques. Je connais par exemple une ville comme Bembereke, une ville comme Basila, où il a été difficile d'apporter de l'eau parce qu'initialement nous voulions faire des forages. Tous les forages qui ont été faits pour ces villes-là se sont avérés négatifs. Et donc, c'est une autre technique. Ce sont des barrages qui vont être faits pour donner de l'eau à ces villes-là. Ça demande un peu plus de temps qu'avec les forages. Et c'est pour ça que nous avons ces retards. Mais l'objectif est là. Nous voulons que d'ici 1 an, 2 ans maximum, tous les Béninois aient accès à l'eau potable. Donc, on aura les 80%. Donc, c'est pour dire prioriser les actions, prioriser les secteurs dans lesquels nous voulons investir. L'électrification, on a fait la même chose. Les infrastructures routières, quand le président Talon dit il faut que toutes les communes de notre pays puissent voir le bitume, on y est pratiquement. On y est pratiquement. À 2 ou 3 communes près, tout le monde a le bitume au Bénin aujourd'hui. Et je peux vous dire, j'ai reçu des investisseurs qui sont venus d'autres pays. Ils sont émerveillés par la qualité de la route. Bientôt, nous aurons une autoroute de Cotonou jusqu'à Dassa. Il n'y a pas que les investisseurs étrangers qui viennent visiter le Bénin qui sont émerveillés par le Bénin en chantier routier, en développement. Vous n'avez pas réussi, vous l'avez reconnu, partout il y a des secteurs dans lesquels il y a eu des difficultés pour atteindre des objectifs. Cela montre tout le défi de la planification, même lorsqu'on anticipe, et chaque fois il faut réajuster, d'où la nécessité du suivi et évaluation. Mais j'avoue, Monsieur le ministre d'État, votre difficulté, lorsque vous parlez aux citoyens, vous vous rendez compte de votre action, il n'est pas très matériel. C'est ça la difficulté. On a tenté de mettre en image ce que c'est que l'exercice de la planification en complicité avec la régie. On va visiter ce sujet, pouvoir un peu saisir un peu, voilà, à travers les images qu'on a pu monter, comment s'est déployée la planification, cet exercice auquel le chef d'État vous a appelé. Merci.
La réflexion prospective et la planification, deux instruments qui ont fait leurs preuves dans le processus de développement des plus grandes nations. Au Bénin, force est de constater que la gestion du développement n'a pas été axée sur un cadre de planification harmonisé, cohérent et articulé pendant des années. Certes, notre pays a adopté après un processus largement participatif les études nationales de perspective à long terme, appelées communément Bénin Alafia 2025. Mais l'opérationnalisation de cette vision n'a pas été effective avant 2016. Ainsi donc, de 2000 à 2016, les politiques publiques avec les gouvernements successifs n'ont pas eu une cohérence comme il devrait en être le cas. Alors, en 2016, à son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon a replacé la planification au cœur de l'action publique. Je peux te dire que cela a été une action stratégique majeure, vraiment majeure. Les plus anciens se souviennent de ce que la planification à un moment donné s'est retrouvée en retrait parce que les préoccupations de court terme ont pris le pas sur la vision à long terme. Et donc, le repositionnement de la planification depuis 2016, et cela s'est matérialisé déjà par l'adoption du plan national de développement 2018-2025, concrétisé au niveau de la programmation par le plan d'action du gouvernement 1, plan d'action du gouvernement 2, cela remet vraiment la planification au cœur de l'action stratégique. Vous savez bien, sans perspective, sans stratégie, lorsqu'on ne sait pas où on va, finalement, on ne sait pas progresser. On ne sait même pas dire qu'on a progressé. Et ça a été vraiment l'action majeure. Du coup, les politiques publiques ont pu s'aligner pour qu'on puisse garantir leur efficacité. Des chantiers majeurs ont pu être conduits, mais on savait dans quel sens et ce qu'on recherchait. Et au moment justement du bilan, on peut se rendre compte que des progrès majeurs ont été constatés grâce justement à la planification. Plusieurs adages traitent de l'importance de la planification comme outil de développement. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, ou mieux encore, qui ne planifie pas, planifie son échec. Tout ceci pour dire combien la réflexion prospective est importante pour asseoir de réelles bases de développement. Quand nous regardons les indicateurs principaux, nous notons effectivement que nous avons fait des progrès. Mais nous notons que des poches de pauvreté demeurent. Nous notons qu'on peut faire mieux avec ce que nous avons. Nous notons que l'espoir est permis. Mais il y a des thématiques émergentes qui nous interpellent. Le changement climatique, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on l'intègre pour, je dirais, progresser encore plus. Les défis sécuritaires, tout cela doit être intégré dans un modèle global que la planification permet. Nous parlons d'optimisation sous contrainte, donc nous définissons les contraintes, nous définissons l'objectif, nous mettons en œuvre le programme et c'est cela qui nous permet de constater que nous avons bien avancé. Donc la planification est essentielle et c'est heureux que de façon très explicite, à partir de 2016, qu'on l'ait noté et qu'on l'ait remis au cœur du pilotage de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, la planification est au cœur de l'action publique et la réalisation dans tous les secteurs d'activité en sont une preuve tangible. Et grâce à la loi numéro 2024-09 du 20 février 2024, portant loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, finit la navigation à vue. Cette loi cadre portée par le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale va garantir la pérennisation des acquis et la bonne continuité dans la gestion de l'État. Voilà, Monsieur le ministre d'État, vous avez suivi avec nous cet élément témoin. On a retrouvé même un sachant qui a suffisamment donc présenté la planification. On a parlé d'une loi. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette loi? La loi cadre. On a l'impression à travers cette loi que vous rendez impérative la planification pour tous les gouvernements. Pourquoi? Absolument. Parce que la question qui revient souvent, aussi bien posée par nos compatriotes que par
certains observateurs, c'est qu'est-ce qui garantit que tout ça va se poursuivre? La pérennité. Vous avez la pérennité. Pourquoi pensez-vous que demain, toutes ces actions, belles actions que le gouvernement du président Talon a pu conduire vont se poursuivre? Les réformes, les investissements, la priorisation. Parce que nous en voyons les résultats, nous en sommes satisfaits, nous en sommes même fiers. Mais c'est la continuité qui peut garantir le succès. Si on avait commencé en 2000 et de manière continue tout ce qui a été fait, en 2025, on serait à Alafia. Et il ne vous échappe pas qu'on n'y est pas. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, il faut aller vers une loi qui impose la planification à tout le monde. Et cette loi-là, j'ai été heureux vraiment qu'elle soit portée et par le gouvernement et par le Parlement pour qu'on ait une loi cadre qui impose la planification et l'évaluation aussi des politiques publiques. Vous planifiez, mais aussi vous devez faire l'évaluation. Et ça, c'est une garantie pour le Bénin. Et pour vous dire que c'est d'ailleurs une mesure qui est si rare qu'il y a très peu de pays dans le monde qui ont une loi cadre qui impose la planification. À part bien sûr les pays communistes du passé. Qu'est-ce que ça change pour un gouvernement qui vient avec son programme d'action et sa vision, la vision du président qui aura été élu par les Béninois? Qu'est-ce que ça va changer dans le mode de gouvernance? Ce qui va changer... Parce que lui vient avec son offre particulière. Il vient avec son offre. Sur laquelle il se fait élire. Mais justement, il va formaliser cette offre-là. Il ne va pas improviser, il ne va pas nous imposer à nous tous béninois l'improvisation que nous avons connue par le passé. Il va venir dire, je vais faire un programme d'action du gouvernement, par exemple. Quelles sont les priorités sectorielles? Où est-ce que l'argent va aller, l'argent des contribuables? L'argent qu'on va emprunter au nom des contribuables? Dans quel secteur? Et quels sont les résultats in fine qui vont sortir de ces investissements. Et bien sûr, après, donc, il faudra que l'évaluation s'impose à ce gouvernement. C'est là aussi le deuxième volet de cette loi cadre-là qui impose aussi l'évaluation des politiques publiques. Mais c'est intéressant, cher Benjamin, d'imposer une loi qui oblige tout gouvernement à avoir de la méthode, de planifier le développement sur plusieurs années et de pouvoir suivre justement cette planification de manière rationnelle. Chiche. Mais s'il n'observe pas, quel est le corps de l'État, quelles sont les entités de l'État qui lui opposent la nécessité de se conformer à cette loi? Alors, il y aura déjà la société civile, je pense, qui va observer ça. Il y aura la Cour des comptes qui va constater que le gouvernement a été défaillant dans cette planification, dans cette évaluation des politiques publiques. L'Assemblée aussi. Et l'Assemblée aussi. Donc, il y aura tous ces contrôles. L'Assemblée, dans sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement, va constater que le gouvernement a été défaillant à appliquer cette loi importante qui a été adoptée dans une loi cadre qui est un peu plus forte qu'une loi ordinaire. J'avoue que nous n'avons pas été suffisamment, forts pour dire il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est avoir éventuellement la majorité pour dire faisons une modification de la Constitution, introduisons cela dans la Constitution. Pour sceller ça. Pour sceller ça dans la vie. Et je crois que c'est le pas qui va être franchi dans les années qui viennent par d'autres gouvernements éventuellement. Mais c'est très important que vous avez mis le doigt là-dessus, que ça s'impose totalement à tous les dirigeants de notre pays. D'accord. Vous avez parlé donc de Alafia 2025. Vous-même, vous avez constaté donc l'échec. On n'a pas pu atteindre les objectifs clairement. Mais le gouvernement de Patrice Talon a décidé donc de nous projeter dans l'avenir. Et donc, vous nous envoyez jusqu'en 2060 avec une vision globale que vous voulez porter aujourd'hui. Alors, dites-nous un peu plus sur cette idée-là, 2060. Pourquoi? Alors, tout commence toujours par la perspective, la vision. Le président qui vient a une vision pour le pays. Mais la vision, elle n'est pas souvent sur les 5 ans, ou même encore moins sur les 10 ans. La vision, elle est
toujours à long terme. Ça transcende une décennie. Et en matière économique, nous avons souvent considéré que la vision doit porter sur au moins une durée de 25 ans, un peu plus. Et donc, nous avons imaginé qu'à l'échéance de la vision Alafia, qui est 2025, le gouvernement a décidé de définir une autre vision pour notre pays. Et la première contrainte était de définir l'échéance de cette vision. Est-ce que nous allons à 25 ans, nous allons à 30 ans ou un peu plus? Et en y réfléchissant, nous nous sommes rendus compte que dans 35 ans, nous allons célébrer les 100 ans de notre pays. Et donc le gouvernement a décidé que l'échéance de la vision que nous allons définir pour le futur, qui va succéder à la vision Alafia, c'est la vision 2060, qui va célébrer les 100 ans de notre pays. Et tous les Béninois qui, aujourd'hui, vont participer à la définition de cette vision doivent se dire, quand le Bénin aura 100 ans, à quoi voulons-nous qu'il ressemble? Comment les Béninois qui seront là, adultes ou adolescents, en 2060, comment ils vivront dans ce pays-là? Donc ce n'est pas la vision de Patrice Talon, ce n'est pas la vision du ministre d'État Abdoulaye Biachane, non, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de la vision, d'une vision consensuelle de tous les Béninois qui participent à cet exercice, de tous les Béninois, j'allais dire, parce que tous ceux qui participent à cet exercice-là, ils le font au nom de tous les Béninois. Alors, vous la présentez déjà comme une vision consensuelle, mais on allait plutôt dire attendue comme telle, puisqu'elle n'est pas encore constituée. Tout à fait. Et je voudrais bien... Elle est en cours. Elle est en cours, justement. Je voudrais bien, cher Benjamin, monsieur le ministre d'État, si vous le permettez, qu'on revisite l'acte inaugural du lancement de ce processus consensuel d'élaboration de la vision 2060, où le Bénin aura 100 ans. On revisite les images pour voir qu'un cap qui déjà a été fixé par rapport à la manière dont on va s'y prendre pour que tous les Béninois se retrouvent justement dans cette vision quand le Bénin aura 100 ans. À l'horizon 2025, le Bénin est un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Ainsi est intitulée la vision Bénin Alafia 2025, formulée et mise en place par les gouvernants d'alors dans les années 90-2000. Un outil certes important, mais dont la mise en application a été entachée par certaines irrégularités. La vision Alafia 2025 est une vision que nous avons trouvée dans les dirigeants du pays, je veux dire le Bénin, nous ont doté dans les années 2000. Il faut dire que son élaboration a démarré dans les années 90, au bout des années 90, je veux dire 98, et en 2000, le pays a été doté de cette vision-là. Cette vision était vue comme une très bonne vision et tout le monde a compris qu'il y avait une vision qu'il fallait mettre en œuvre, mais elle a manqué de certains mécanismes qui ne lui ont pas permis d'être véritablement mise en application. Des éléments comme le non-respect des séquences établies pour l'opérationnalisation de cette vision, les éléments comme la faible application des outils de planification, des éléments comme la planification stratégique qui s'en est trouvée biaisée, des éléments comme la faible communication et dissémination de cette même vision dans la population, des éléments comme l'inexistence d'un cadre institutionnel légal, des éléments comme l'écart courant observé entre le produit et la planification de la programmation et la budgétisation ont donné toute la faiblesse à la mise en œuvre de cette vision. La vision Alafia 2025, une bonne vision a priori qui a fait ses preuves. À quelques mois de son terme, le gouvernement de la rupture, qui dès son arrivée au pouvoir a repositionné la planification au cœur de l'action publique, pense déjà à l'avenir avec le processus de formulation de la vision 2060, une réflexion prospective de notre pays, le Bénin, 100 ans après son indépendance. Lorsque le gouvernement
de la rupture s'est avéré et que les cadres ont travaillé à l'évaluation de la vision 2025, on a regardé, on a trouvé toutes ces faiblesses-là. Et donc, pour corriger, le gouvernement de la rupture a donc incité les cadres à pouvoir encadrer tout ceci dans un texte de loi qu'il a pris et qui a permis aujourd'hui d'avoir véritablement ce qu'il faut pour contraindre tout autre gouvernement, une fois que la vision 2060, qui est désormais en cours d'élaboration, pour laquelle nous avons procédé au lancement, pour laquelle nous avons procédé à la formation des cadres, de tous les cadres qui doivent intervenir là-dessus, cette vision, lorsqu'elle sera totalement bouclée, d'ici juin 2025, nous l'aurons complètement terminée et elle sera comme un document imposé, suivant la loi qui l'encadre, à tout autre gouvernement qui pourrait succéder à celui qui est là actuellement. Le régime actuel a veillé à prendre des précautions qui ne nous laissent plus entrer dans des errements que la vision 2025 avait laissés. Donc la vision 2060 porte en elle-même tout ce qu'il faut pour être conduite à terme, avec efficacité. Cette vision 2060 est une vision qui prend en compte tous les Béninois, c'est-à-dire ce que tous les Béninois pourraient penser, leur aspiration, leur perception de ce que le Bénin a été depuis quelques années, 35 ans derrière, et donc leur aspiration sur ce que le Bénin sera dans 35 ans encore. Donc c'est une vision qui tient compte des préoccupations des ODD, qui nécessite que tout le monde soit pris en compte, que la façon de penser de toute la population puisse être également prise en compte. Donc on doit faire des concertations qui permettent d'avoir suffisamment d'informations depuis le bas niveau jusqu'aux dirigeants. On ne peut plus naviguer à vue. Personne ne peut plus penser développement sans faire usage de la réflexion prospective. Cela n'est pas possible. Aucun développement sans réflexion prospective. Le président Patrice Talon et son gouvernement en sont bien conscients. La vision 2060 est en pleine élaboration. Le processus est engagé et d'ici juin 2025, le pays sera doté d'un nouvel outil efficace et efficient de développement harmonieux et durable pour des générations. Vision 2060, Monsieur le ministre d'État, pour la compréhension de tous les Béninois. Qu'est-ce que cela va apporter comme un changement profond pour notre pays, le Bénin? Ce que cela va apporter est capital. D'accord. C'est assurer nos compatriotes que tout ce en quoi ils rêvent, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leur famille, leur communauté, leur pays, a de véritables chances de se réaliser. Et non qu'il y a un exercice qui est conduit par un groupe d'intellectuels et qu'à la fin, le faible espoir qui est donné par un document n'ait aucune chance de se réaliser. C'est la grosse différence. Parce que premièrement, nous sommes assis sur cette loi cadre dont nous venons de parler, qui est désormais là et qui oblige tout gouvernant à procéder à une planification qui est basée, cette fois-ci, initialement, sur la vision. C'est ça. Sur cette vision que nous allons élaborer d'ici fin juin, tous les Béninois vont convenir de la direction dans laquelle nous allons, de manière consensuelle. Imprimée, bien sûr, par le gouvernement qui est en place. Après, nous avons ces instruments définis par la loi cadre qui disent vous devez planifier pour le...
Et cette planification va permettre à celui qui vient et qui a sa propre idée de la conduite de l'action du gouvernement, de dire à nos compatriotes, oui, il y a cette vision qui dit, si la vision dit que nous voulons un pays qui a satisfait tel ou tel besoin de la population, il ne peut que décliner la vitesse à laquelle on va dans cette direction. Il ne peut pas changer cette direction. Il ne peut pas changer cet objectif-là. Et donc, la perspective qui est offerte par cette vision-là devrait être respectée par tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rythme de la planification. Et donc, l'improvisation est terminée. Celui qui sait planifier, sait réaliser ses actions. Et c'est la grande leçon qu'il faut retenir de ce qui a été fait. Et justement, nous voulons faire en sorte que ce qui a été fait puisse être dupliqué, puisse être multiplié dans les années qui viennent par tous ceux qui vont succéder au gouvernement du président Patrice Talon. Une question ultime, au bout de cette vision voulue comme consensuelle, comment on s'assure que le rêve collectif projeté par les Béninois à travers les aspirations sur 2060, quand le pays aura 100 ans, eh bien, comment on s'assure que cela soit respecté par différents gouvernements successifs au bout de chaque quinquennat? Est-ce qu'il y a un schéma directeur qui prévoit qu'au bout de 5 ans, il y a des priorités que tout gouvernement doit pouvoir respecter comme réalisation pour atteindre cette vision en 2060? Alors déjà, la vision va donner une perspective de la direction vers laquelle on a. Elle va être déclinée par la suite par des instruments qui permettent justement de planifier comment on arrive à cet objectif final. Dans le plan national de développement, qui couvre une période de 10 ans, il se trouve qu'en même temps qu'expire la vision à la FIA en 2025, le PND actuel, le plan national de développement actuel, va expirer en 2025. Nous allons définir un nouveau plan national de développement pour les 10 ans qui viennent, donc 2026-2036. En même temps, en 2026, nous aurons un nouveau gouvernement qui va définir son programme d'action du gouvernement. Donc, il va donner l'outil qui permet de mener l'action du gouvernement sur les 5 ans, les 5 premières années des 10 années du PND. Et puis après, il y aura un autre programme d'action du gouvernement. C'est cette démarche-là qui est désormais imposée par la loi cadre et qui va être intégrée dans la vision qui est en train d'être définie, la vision 2060. Alors, on peut le dire, on est en politique. Le président Talon a son équipe qui travaille aujourd'hui, a conduit cette vision. Il y aura une autre équipe demain. Alors, comment on fait? Parce que c'est ça la question. Comment on fait pour que ce qui est projeté soit respecté, quel que soit le gouvernement qui vient après? Est-ce que vous partagez avec tous les acteurs politiques de notre pays cette vision-là pour que cela soit intégré dans l'esprit de tout un chacun de nous et qu'on sache véritablement qu'on a intérêt à aller dans ce sens-là? Alors, c'est l'un des aspects importants, et vous avez écouté dans la vidéo tout à l'heure l'intervenant qui parlait d'absence de communication. Voilà. Si nous définissons des objectifs, si nous définissons une vision qui est partagée par les acteurs et que ça s'arrête à ça, évidemment, ceux qui seront contraints seront les seuls sachants qui pourront toujours continuer par se référer à ce document. Donc, il est important que dans la communication actuelle et future, cet instrument reste au cœur de tous les acteurs politiques et sociaux du Bénin. Et ça, c'est des dispositions qui sont prises actuellement, qui permettent de donner une idée de cela, mais c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous, de chacun des citoyens de dire nous avons des besoins qui ne peuvent être assurés que si les gouvernements font A, B, C, D. Et cette dynamique-là, elle est définie par la loi cadre. Elle va être définie de manière complémentaire dans la loi qui va être prise pour mettre en place la vision 2060.
Parce que, à la différence de la vision Alafia qui a été arrêtée et définie par le gouvernement, et ça s'est arrêté là, cette fois-ci, nous irons un peu plus loin. Nous allons soumettre à une loi prise par le Parlement la vision 2060. Et donc, le calendrier, c'est d'ici juin 2025, l'adoption par le document par le gouvernement lui-même, et si le gouvernement en est satisfait, de le soumettre à l'Assemblée nationale pour une loi qui va donc ancrer dans notre corpus légal cette façon de faire les choses. L'appel à la veille citoyenne pour suivre et obliger les différents gouvernements successifs à respecter la vision qui va être établie, consensuelle par tous les Béninois, est-ce que c'est l'appel du citoyen Abdoulaye Biotchané à tous ses concitoyens pour une marche cohérente et progressive, inéluctable vers l'émergence du Bénin? Et alors, on finit là-dessus. Cet appel a commencé parce que dans la définition même de la vision 2060, nous avons veillé à ça. Des équipes ont sillonné les 77 communes. Dans chacune des communes, il y a eu des groupes qui ont été, des panels qui ont été écoutés par des équipes, des citoyens pour dire comment ils voient les choses. Quel est leur rêve ultime pour notre pays en 2060? Vous avez envie dans de différents aspects. Vous avez envie de leur dire à la fin de ce plateau, après avoir confié vos rêves, veillez à ce qu'ils soient respectés. Absolument. Veillez tous les jours. Dites tous les jours, voilà ce à quoi nous avons rêvé. Voilà ce que nous voulons. Moi, quand j'étais en campagne en 2016 déjà, la question que je posais à nos compatriotes à chaque fois, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement vous donne? Qu'attendez-vous d'un gouvernement? Et un peu partout à l'époque, que ce soit à Savalou, à Glazoué, à Savé, à Natitengu, à Bembereke, à Banikwara, ici même à Bonou, beaucoup nous disaient, donnez-nous de l'eau potable. Et c'est pour ça que dans le programme d'action du gouvernement, une des mesures phares a été de dire à l'horizon 2021, tous les Béninois auront accès à l'eau potable. C'est devenu une obsession. C'est devenu une obsession. Parce que c'était l'obsession de nos compatriotes. Et donc pour vous aussi. Et donc pour nous aussi. Donc vous avez été à l'écoute du peuple. Nous avons été à l'écoute. Nous avons converti tous nos interlocuteurs à cet objectif. Et donc pour la vision 2060, vous invitez vos citoyens d'être vigilants pour que tous les gouvernements successifs soient à l'écoute et dans le respect de leurs aspirations projetées. Nous avons écouté dans toutes les 77 communes. Nous avons sollicité les Béninois de la diaspora. Il y a eu plus de 400 intervenants en ligne pour dire voilà ce que nous pensons. Nous avons écouté, y compris même les anciens chefs d'État, pour dire comment ils voient 2060. Et donc maintenant, quel est l'ultime message pour finir aux citoyens? Votre mot de fin, en quelque sorte. Mon mot de fin, il portera sur la vision, mais il portera également sur la planification. Nous voulons que nos concitoyens fassent confiance à ce gouvernement, non seulement pour les objectifs qu'il s'est fixés, qu'il a fixés pour le pays, et de plus en plus, ils sont visibles. Ils sont visibles dans le cadre de vie, l'asphaltage. Ils sont visibles dans l'accès à l'eau. Ils sont visibles dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, 75 enfants sur 100 mangent à l'école. Ils sont visibles dans les emplois qui sont créés. À Glodibé, aujourd'hui, il y a près de 20 000 jeunes qui y travaillent. D'ici la fin de l'année 2025, ça va être près de 50 000 qui vont y travailler. Ce qui est important, c'est la continuité de cette action. Et c'est pour ça qu'il est important de faire confiance non seulement à l'équipe qui est là, mais aussi aux institutions qui ont été mises en place et aux réformes qui ont été engagées. Une des réformes majeures, c'est de dire cessons d'improviser le développement de notre pays. Planifions le développement de notre pays. Une loi cadre a été prise. Nous devons veiller à ce que cette loi soit appliquée, parce que c'est une loi.
Une autre loi va être proposée à l'Assemblée d'ici la mi-juin 2025 et cette loi va porter sur la vision 2060. Pour que cette vision puisse se réaliser dans 35 ans quand nous allons l'évaluer, quand d'autres Béninois vont l'évaluer, il faut que tous les jours, chaque Béninois dise « c'est important pour nous ». Nous avons rêvé à cela. Vous savez, un de mes rêves pour 2060, c'est qu'en 1960, nous étions au même niveau que certains pays, comme la Corée du Sud, qui aujourd'hui participent au financement du développement dans le tiers-monde et dans notre pays. Mon rêve pour le Bénin en 2060, c'est que le Bénin soit parmi les pays donateurs. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Merci à vous aussi, Osia Sousounovo, pour avoir partagé ce plateau avec nous. Auditrices, téléspectateurs, partout où vous êtes, nous vous disons merci pour l'attention et à très bientôt.